Alors bonjour à toutes et à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vois que vous vous connectez au fur et à mesure. Désolé encore pour ce petit contretemps. Voilà. En tout cas, vous m'entendez bien? Le chat fonctionne, nickel, parfait, bonsoir. Ok, très très bien, très très bien. Alors, donc pour débuter, donc merci avant toute chose pour les questions que vous avez pu envoyer en amont. Donc il y en a pas mal pour rien vous cacher. Donc je vous remercie encore pour l'intérêt que vous portez à ADN Live, donc un format un peu singulier, mais qui nous permet d'échanger de façon très informelle, notamment sur la négociation, parce que écoutez, ça tombe bien, puisque j'en ai fait mon métier. Alors, donc, je vais prendre des questions un peu au hasard, et puis après, si vous souhaitez compléter avec des questions sur le chat, je serai ravi d'y répondre, dans les limites évidemment de mes compétences. Donc, du coup, quel est votre parcours professionnel et personnel? Alors, avant toute chose, je vais vous faire une petite confidence. Donc, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, parce que je suis né le 29 septembre 75, au Liban. Voilà, à Beyrouth. Donc, je suis un enfant de la guerre, pour rien vous cacher. Mes parents habitaient là-bas. On a fui le Liban sous les bombes, notamment quand Beyrouth a été bombardée. Ça a été des années très, très noires et on a fait mourir à plusieurs reprises, et notamment sur le peloton d'exécution. Et mon père a réussi à négocier notre sortie et puis notre vie sur le peloton d'exécution, parce qu'on a eu il y a eu un événement qui était terrible, qui était le 6 décembre 1975, où j'avais simplement quelques mois. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant cette guerre, encore une fois, les guerres de religion, avant toute chose, elles servent avant tout à fédérer les peuples. C'est très, très rarement, ce sont très rarement des guerres de religion. Elles servent avant tout soit à récupérer du territoire, un statut, ou bien, comme on peut le voir à l'heure actuelle, ce sont des guerres de ressources. Donc, du coup, il y a eu autant d'exactions du côté chrétien que musulman. Moi, je suis chrétien, maronite, pour rien vous cacher. Et puis, ce jour-là, il y a eu la milice musulmane, en fait, qui a exécuté beaucoup de chrétiens, 437 exactement. Et puis, on a été les seuls survivants parce que mon père a réussi à négocier notre vie. Voilà. Et donc, je pense que j'ai fait ce métier parce qu'en mémoire de ce que mon père avait pu faire pour nous. Et j'ai toujours voulu transcender ma condition dans les différents pays où j'ai pu vivre, voilà, pour venir en aide aux autres et puis finalement tenter l'impossible, notamment quand il n'y avait plus beaucoup d'espoir. Donc, du coup, voilà, j'ai vécu également en Martinique pendant 6 ans. Quand on a fui le Liban, mon frère est né là-bas, après en France, et puis après aux États-Unis et en Angleterre. Voilà. Donc ça, c'est un peu mon parcours personnel et je réside à Paris. Sinon, au niveau professionnel, donc moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de la négociation, donc la négociation de crise, la négociation commerciale, la négociation sociale. Merci pour vos messages de Happy Birthday, c'est gentil. La négociation sociale, la négociation diplomatique également. Donc mes études, je suis diplômé de la Sorbonne en civilisation étrangère et également de l'ONU sur tout ce qui est négociation multilatérale, négociation diplomatique pour faire simple, et puis j'ai fait pas mal d'autres choses à côté. Donc voilà. Après, pour répondre à vos questions, comment j'en suis venu à créer ADN? Alors ADN, non, je ne l'ai pas créé seul avant toute chose, je l'ai créé avec Laurent Combalbert, qui était mon associé à l'époque, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, et ADN va fêter ses 10 ans en fin d'année, début d'année prochaine, et on était deux à l'origine parce qu'on a voulu créer le métier de négociateur. Donc comment ça s'est passé? C'est que, alors, on avait des parcours qui étaient à la fois complémentaires et singuliers, que ce soit Laurent et moi. Lui, c'est un ancien négociateur du RAID, et moi, j'avais un parcours également singulier, on va dire. Et on avait décidé d'agréger nos compétences au service d'organisations gouvernementales, d'ONG et d'entreprises. Et puis, on s'est dit, finalement, les gens, quand ils ont un conflit à gérer, soit ils sont livrés à eux-mêmes, soit ils font appel à des tiers, mais ce n'est pas forcément leur métier de négocier. Donc, on avait créé le métier de négociateur professionnel. On avait dit, écoutez, vous pouvez nous confier votre négo si vous le souhaitez. Et puis, pour rien vous cacher, on a été dépassé par le succès. Et maintenant, ADN compte une trentaine de personnes. Voilà, j'ai à peu près une trentaine de personnes dans mes équipes qui sont réparties en France, donc
essentiellement à Paris, mais également en Suisse, en Écosse, au Maroc et à Dubaï. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout. Et savez-vous détecter les tricheurs au casino? Non. Alors j'ai une question que je prends là de Olivier Charrier. Alors oui, dans mon parcours, bon, je ne vais pas vous raconter non plus toute ma vie, ce ne serait pas très intéressant. Mais pendant 13 ans, j'ai bossé pour des casinos et des cercles de jeu pour les aider à se protéger des tricheurs professionnels. J'ai eu la chance d'apprendre auprès des plus grands tricheurs au monde, dont le métier était de couler des casinos. Et moi, ce savoir, je l'ai mis à profit des casinos pour les aider à se protéger. Donc, effectivement, je manipule les cartes depuis très longtemps, les dés également. Et puis, à l'époque, certains cercles de jeu m'embauchaient pour savoir si leur casino était bien protégé. Donc, je trichais. Et si personne ne me voyait, je leur disais que leur casino était mal protégé. Et ensuite, je formais le personnel en conséquence. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur le comportement humain et j'avais développé une certaine spécialité sur la détection du mensonge. Donc, je fais une petite parenthèse. OK. Alors, selon vous, un bon négociateur doit-il avoir des qualités de médiateur? Alors, c'est une bonne question là, d'Élodie. Donc, merci pour cette question. Non, c'est vraiment deux métiers à part. Est-ce que je serai un bon médiateur? Je ne sais pas, pour rien vous cacher. Alors, pour le rappel de la définition, pour celles et ceux qui ne le savent pas forcément, donc la médiation, on appelle une médiation dès lors qu'effectivement il y a un conflit entre différentes parties prenantes et qu'on a besoin d'un tiers, voilà, qui est neutre pour essayer de trouver une solution négociée, un consensus justement entre les parties présentes. La négociation, vous incarnez une des parties et vous allez faire face à la partie adverse. Et moi, j'ai besoin en l'occurrence d'incarner une des parties. La médiation, on est beaucoup dans le consensus. Voilà, la négociation ne l'est pas forcément. Et donc, du coup, j'ai fait quelques médiations, voilà, pour rien vous cacher, mais en l'occurrence, mon métier reste la négociation. Voilà. Un bon négociateur, voilà. Et un bon médiateur doit avoir des qualités de négociateur. Oui, ça clairement. Effectivement, la médiation s'est beaucoup inspirée de la négo, notamment sur les techniques d'influence avancées, sur la capacité à stabiliser les gens, à neutraliser des menaces, des ultimatums, induire le changement auprès de quelqu'un. Faire changer de paradigme, accepter notre réalité. Donc oui, il y a beaucoup de techniques qui sont inspirées de la négociation, mais encore, c'est des métiers qui restent relativement proches. Je continue à lire en fait les questions. Quelles sont les différentes fonctions au sein de votre entreprise? Alors, ADN, je dirais que notre cœur de métier reste évidemment la négociation complexe. On réalise 75%, 80% du chiffre d'affaires par la négociation complexe. Alors, pourquoi négociation complexe? Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les critères qui nous permettent de définir une négociation complexe? C'est un rapport de force très défavorable, voilà, un mandat limitant. Généralement, on ne peut jamais donner ce que la partie adverse peut demander. Et on a un niveau d'opposition assez élevé de la part de la partie adverse. Donc, un niveau d'opposition assez élevé de la part de la partie adverse. Et ajouté à cela, vous avez beaucoup de facteurs de complexité qui viennent justement aggraver cette difficulté, comme des profils complexes, des manœuvres dolosives, du style menace, ultimatum, insulte. Et vous devez gérer également de l'incertitude, des dilemmes. Donc tout ça vient complexifier un peu les choses. Et c'est vrai que nous, ADN, la façon dont on l'a créé, c'était de faire appel à nous quand il y avait généralement plus beaucoup d'espoir. Donc, quand les personnes étaient un peu livrées à elles-mêmes, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire, notamment quand leurs compétences ne leur permettaient plus de gérer la situation. Donc, c'est ce qu'on caractérise comme négociation complexe. Donc, 75%, c'est le reste de la négociation complexe. Donc, on a la chance d'intervenir sur tous les domaines, je dirais, liés à la négo. On a fait un benchmark à l'époque et je crois qu'on était à peu près les seuls au monde. Donc, on intervient aussi bien sur la négociation de crise, donc kidnapping et rançon, extorsion, suicidaire, ransomware, négociation commerciale, négociation sociale, négociation diplomatique, parce qu'on travaille beaucoup également avec l'ONU, et puis également ce qui touche à la relation patient, notamment pour améliorer l'observance thérapeutique, donc face à des patients qui n'adhèrent pas forcément
à la prescription médicale. Donc voilà, donc on bosse entre autres avec la PHP sur ce sujet-là. Et ce qui nous différencie des autres, si je peux me permettre, j'anticipe une des questions que je vois ici, c'est qu'on reste avant tout des praticiens, des opérationnels. Moi, je passe oui, à peu près 50% de mon temps sur le terrain à gérer des situations sensibles, difficiles. Et le reste du temps, on le consacre à la transmission du savoir par des conférences, des formations et puis de l'écriture. C'est vrai qu'on a écrit pas mal d'ouvrages sur ces sujets-là. Donc, la négociation, c'est on va dire le cœur du métier. Et après, on intervient également avec des experts dédiés sur la gestion du stress et la performance émotionnelle, la détection du mensonge, le leadership et management, la vente. Donc, voilà, des sujets corollaires comme la communication qui permettent justement de s'étoffer le cuir sur la négociation. Donc voilà, c'est en gros, je dirais, l'ADN d'ADN. Alors, quel est, quel est votre secret pour gérer le stress avant de monter sur scène? Alors ça, c'est une bonne question. Alors déjà, je dirais qu'avec le temps, il y a beaucoup de choses qui s'estompent. J'ai la chance d'être quelqu'un de très peu stressé. Je pense que c'est lié également à mon parcours, la guerre aussi que j'ai pu vivre plus jeune, mais je suis assez rarement stressé. Et puis également, dès lors qu'effectivement je ressens du stress, j'essaie d'adopter des stratégies qui me permettent non pas de m'en départir, parce que le stress il reste biologique en fait, vous ne pouvez pas le contrôler par définition, mais en fait ce qui est important, c'est de voir comment justement on peut le ventiler au mieux. Okay, et donc pour ça, j'ai pas mal de techniques sur ce sujet-là, donc j'en parle dans quelques-uns de mes ouvrages, mais une des plus importantes, c'est l'ancrage. Et l'ancrage, en fait, qu'est-ce que c'est? Notamment quand vous partez en mission ou que vous montez sur scène. Alors maintenant, c'est vrai que je suis pas trop stressé quand je monte sur scène parce que finalement, quand vous parlez devant 10 personnes ou bien 5000 personnes, il y a peu de différence. Finalement, il y a peu de différence. Une fois que vous avez une certaine aisance sur le sujet, même si c'est important de ressentir évidemment un peu de stress. Bon, encore une fois, il faut se dépasser. Mais l'ancrage, c'est de se dire quoi? C'est que dans les situations les plus difficiles, ce qui nous permet finalement de ne pas perdre le nord et d'éviter d'être débordé émotionnellement et de commettre des erreurs dans la négociation, c'est de revenir à des choses très, très basiques. Pour moi, l'ancrage, chez moi, c'est ma famille. Voilà. Ce qui veut dire que sur des missions très compliquées, quelquefois, en fait, je me dois d'être un peu égoïste. Alors, j'aime pas dire ça parce que souvent, ma femme me dit que je suis un peu trop généreux. En gros, il dit trop bon, trop con. C'est vrai que moi, j'aime bien inviter les gens au resto, ce genre de choses. Mais en fait, vous devez être égoïste quand vous êtes dans une situation critique. Pourquoi? Parce que dans les situations les plus difficiles, mes ancrages, je reviens à ma famille et je me dis, écoutez, si j'échoue cette mission, finalement, ma famille ne sera pas impactée. Et ça, c'est le plus important. Et malheureusement, vous avez besoin de ça, de ces ancrages-là qui vous soclent de nouveau sur Terre. Parce que le risque, effectivement, c'est d'être débordé ou d'être embrasé psychologiquement. Et après, il existe pas mal de choses. Okay, donc, il y a un travail à faire sur soi. Si le sujet vous intéresse, je vous inviterai d'ailleurs à faire Gestion du stress et performance émotionnelle, qui est animé justement par 2 experts dans mon équipe qui sont très, très bons sur le sujet. Donc, Kato, qui est un ancien officier du RAID, et Thibaut, qui est un PhD en physiologie. Ils sont très bons sur le sommeil, la récupération, la nutrition, la gestion du stress, et puis la ventilation des émotions. Voilà. T'arrive-t-il de prendre un dossier après l'échec d'un premier négociateur? Ah ben oui, oui. Ah ben ça souvent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'héritage d'une situation défavorable. Donc Olivier qui posait cette question-là. Ah oui, c'est souvent le cas. En fait, alors pas forcément de négociateur parce qu'on est peu quand même à faire ce métier dans le monde, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui négocient dans le cadre de leur métier. Donc souvent, on intervient en deuxième rideau après des avocats. C'est très large. Une procédure de licenciement, par exemple, j'ai fait récemment, voilà, qui avait échoué. Donc, comment on va négocier, notamment au mieux. Sur une FUSAC, également une fusion-acquisition. Pareil, on intervient en deuxième rideau parce que la négociation a pu échouer. Donc, est-ce que c'est une difficulté? Alors, tout dépend évidemment où on en est, pour rien vous cacher, mais c'est pas forcément non plus, c'est pas forcément non plus le cas. Notre métier fait qu'on doit gérer de la complexité, de la difficulté, donc ce qui veut dire que, encore une fois, ça fait partie du jeu. Donc, c'est pas forcément très simple. Tout dépend des engagements
les premières personnes ont pu prendre dans le cadre de la négociation, mais on n'a jamais eu de situation trop critique pour ne plus la récupérer. Voilà. Je continue. Ressentez-vous de l'adrénaline de ce que vous négociez? Ah oui, toujours. Alors, on dit souvent dans ce métier-là qu'il faut l'arrêter dès lors qu'on n'a plus peur. Et ça, c'est vrai. Parce que le jour où vous n'avez plus peur, vous êtes dangereux vis-à-vis de vous-même et dangereux vis-à-vis des autres. La peur, elle nous sert à nous protéger du danger. C'est pour ça que si je devais enlever la peur de votre cerveau, votre longévité serait à peu près de 2 minutes. C'est pas une blague, pourquoi? Parce que finalement, vous n'auriez plus peur de traverser la rue et vous ferez simplement écraser par une voiture. Donc, c'est pour ça que la peur, elle est nécessaire, voilà, et c'est ce qui nous pousse également à nous dépasser. Alors, encore une fois, après, ce qui est important, c'est comment on arrive à agir sur soi, sur ses émotions, pour éviter de se laisser déborder. C'est toute la difficulté. Mais ça, c'est qu'il faut avoir en tête une chose, c'est que la négociation, c'est avant tout un métier d'expérience, voilà. Mais l'expérience ne veut pas dire grand-chose. C'est l'apprentissage de l'expérience qui est déterminant. Mais c'est également un métier d'expertise, voilà. Le risque, c'est de considérer que la négociation est un soft skill. Souvent, j'entends ça. Et on dit, pour être un bon négociateur, il faut être empathique, il faut être assertif. Mais je vous dirais, oui, mais ça, c'est la base de toute relation. C'est pas parce que vous êtes empathique que vous allez réussir à minorer une demande de rançon ou de la diviser par 10. C'est pas parce que vous êtes assertif que vous allez obtenir, j'en sais rien, le retour des employés dans l'usine, alors qu'ils font grève depuis 3 mois. Donc malheureusement, ça, je dirais que ça, c'est la base de tout. La négociation, c'est vraiment du hard skill. Par exemple, pour minorer un niveau d'exigence ou façonner la perception de quelqu'un, c'est très, très, très difficile. Très difficile. Okay. Donc évidemment, il faut maîtriser, entre guillemets, toute la partie psychologie sociale, voilà, sur les mécanismes de prise de décision, les biais cognitifs. Et puis également, comment on est capable quelquefois de rentrer dans le cerveau de quelqu'un et lui faire accepter notre réalité, sans pour autant le manipuler. Et tout ça, ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. C'est pour ça que c'est ce qui est le plus difficile en négociation. C'est la partie expertise. Okay. Et je dirais, pour faire très simple, l'expertise, en gros, c'est 70% d'un négociateur, 70%. L'apprentissage de l'expérience, c'est 20%. Et après, 10%, c'est du soft skill. Voilà, empathie, écoute, assertivité, gestion du stress, maîtrise émotionnelle, intuition. Et puis après, des aptitudes complémentaires comme certains, le leadership, le courage, l'intégrité, ou ce genre de choses. Voilà. Le rayonnement de votre entreprise internationale, y a-t-il des régions du monde dans lesquelles vous êtes plus sollicité que d'autres? Non. Alors, on reste une entreprise française, donc c'est vrai que le gros de notre business est en France, mais on intervient dans le monde entier. J'ai fait un kidnapping au nord de Kaboul, en Afghanistan, que j'ai géré à distance, mais là, en l'occurrence, l'enfant était kidnappé au Kaboul, en Afghanistan. On a une mission au Mozambique, notamment pour auditer une usine. Je pars à Dubaï le mois prochain dans le cadre d'une autre mission. On intervient à peu près dans le monde entier. Il n'y a pas plus de régions que d'autres, même si effectivement, on est très sollicité en France. Alors, et j'ai regardé là, mais je n'ai jamais réussi à gérer la client qui perd confiance en cours, et du coup, j'ai arrêté d'être sur le terrain. Je suis en déconseil. D'accord, ok. Alors, donc là, j'ai une question. Je n'ai jamais réussi à gérer la trouille du client qui perd confiance en cours de route. Alors, ok. Alors ça m'est très peu arrivé. Donc, quand je vois qu'effectivement, il y a des gens qui perdent confiance en eux, je fais tout de suite une levée de séance parce que je vois qu'ils sont mal à l'aise, notamment dans le conflit. Alors, donc je ne sais pas si ça s'applique spécifiquement à vous sur cette question-là, mais en fait, la difficulté, c'est de réconcilier les gens avec le conflit. Et le conflit, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que le conflit, c'est juste l'expression d'un désaccord. Et c'est normal qu'on ne soit pas tout le temps d'accord. C'est normal, encore une fois. Parce que si tout le monde était d'accord avec tout le monde serait un enfer. Donc, c'est normal. Et en fait, souvent, pourquoi on assiste à de la soumission, de la fuite, de la trouille, pour reprendre votre expression, ou bien du passage en force, du recours à la loi, c'est parce que malheureusement, ils n'ont plus d'autres options disponibles pour gérer en fait le conflit. Mais dès lors que vous avez les compétences pour le faire, eh bien, toutes ces solutions dégradées qui sont la fuite, la soumission, tout ça, vous les oubliez. Et souvent, en fait, malheureusement, c'est une conséquence, on va dire,
de la difficulté à gérer le conflit qui fait que certaines personnes adoptent des comportements qui sont inappropriés par rapport à ce qu'on pourrait attendre. Voilà. Touk, je continue, je tourne les pages. Alors, pour vous, y a-t-il des sujets non négociables? Alors, oui. Alors, il y a forcément des sujets non négociables dans toute négociation. En fait, tout ne peut pas être négociable. Ça, c'est le principe de base, parce que si tout était négociable, plus rien n'aurait de valeur. Aussi simple que ça. Je ne peux pas négocier l'amour de quelqu'un. Voilà. Je ne peux pas négocier le désamour non plus de quelqu'un. Si par exemple vous aimez quelqu'un, je vais essayer de négocier avec vous le fait que vous ne l'aimiez plus. Si vous êtes profondément amoureux, malheureusement, ce sera très très compliqué. Ok. Il y a des valeurs sur lesquelles vous ne pouvez pas transiger. Il y a une éthique, une déontologie, ce qui fait qu'il y a des éléments qui sont toujours non négociables. Parce qu'encore une fois, tout ne peut pas être négociable. C'est ce qui va définir votre mandat en négociation, vos marges de manœuvre, vos points de rupture, points idéaux, les points d'entrée. Voilà, en fait, ce qui va structurer au mieux votre négociation avant de rentrer en négo. C'est pour ça, et je réponds à l'autre question que je voyais sur le papier, qui était, est-ce qu'il y a des missions que vous refusez? Alors oui, on refuse à peu près 10% des missions qui nous sont confiées dès lors qu'on est sollicité. Les raisons principales, elles sont très simples, c'est l'éthique ou la déontologie. Alors évidemment, chacun place le curseur où il le souhaite. Nous, on a une éthique qui est très très forte. Il y a, alors, il y a des secteurs d'activité pour lesquels on ne travaillera jamais. Pourquoi? Parce qu'on connaît le comportement de certaines personnes qu'on ne cautionne pas du tout. Voilà. Pour faire très simple, c'est comme si je décidais du jour au lendemain de former des terroristes. C'est à peu près pareil. Il y a certaines personnes qui sont connectées ici qui vont comprendre ce que je peux dire. Et puis après, alors, on voit des choses pas possibles. On peut être sollicité pour tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, de la vente d'armes, de la traite d'esclaves, enfin n'importe quoi. Et donc, évidemment, on ne peut pas accepter ça. Après, moi, j'ai une mission. Alors, j'ai arrêté de dire pour rien vous cacher parce que ça ne veut rien dire quand on dit ça, mais j'ai une mission que j'ai refusée, qui était hyper bien payée. Très, très bien payée. Et finalement, vous ne reconnaissez la valeur d'un homme ou d'une femme que dès lors qu'elle est confrontée à l'adversité ou à l'opportunité. Pourquoi? Parce que ça vous est tous arrivé. Il y a des gens qui confondent souvent croyance et valeur. Voilà. Et pour véritablement, justement, faire le distinguo, il faut les confronter à l'adversité ou l'opportunité. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, par exemple, je ne ferai jamais ça, quoi qu'il arrive. Et puis, ils ont eu l'opportunité, que ce soit financière ou statutaire ou autre, ou en termes d'image, de pouvoir bénéficier de quelque chose. Et puis, finalement, ils ont renié sur leurs valeurs, hein, voilà, pour accepter quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils n'accepteront jamais, parce que la somme d'argent était trop belle ou ce genre de choses. Donc là, effectivement, les gens se font voir. Ce sont des croyances. Okay. Et puis également dans l'adversité. Donc moi, j'ai connu des gens qui faisaient des conférences sur le courage, qui faisaient des conférences sur la nécessité de se battre, ce genre de choses. Et puis quand il y a eu le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous fui. Mais ils sont partis très loin et puis on ne les a jamais revus. Parce qu'en fait, c'est facile, si vous voulez, de raconter des histoires. Quand vous racontez des histoires, finalement, vous avez tout le temps raison. C'est quand vous êtes sur le terrain que vous pouvez finalement évaluer le potentiel de quelqu'un ou sa véritable valeur. Donc, du coup, je vous dis ça parce qu'effectivement, j'avais été sollicité sur une grosse négo. Il fallait que je négocie avec une population autochtone dans un pays assez chaud. Et en fait, la population autochtone s'opposait à la construction d'une mine. Voilà. Et en fait, on m'avait proposé un énorme chèque, un énorme chèque, donc avec 6 zéros au minimum, pour négocier avec cette population autochtone. Mais si, en l'occurrence, je réussissais la négo, en fait, le risque, c'est que j'allais détruire 1513 hectares de forêt primaire. Voilà. Et irradier tout à 80 km à la ronde, utiliser des centaines de tonnes d'explosifs de mercure, voilà, et tout polluer. Et en l'occurrence, évidemment, que j'ai refusé cette mission, même si on m'avait proposé 40 milliards ou ce genre de choses. Encore une fois, parce qu'elle ne s'inscrivent pas, cette mission ne s'inscrit pas dans le cadre qu'on a défini en termes d'éthique et de valeur. Voilà. Combien d'interventions vous effectuez par an? Alors, donc, du coup,
Alors, on forme ADN en termes de formation, on forme à peu près 2000 personnes par an, voilà, en France et puis à l'étranger. Après, les missions, donc moi j'en fais un peu plus que mes équipes, des missions opérationnelles. Je fais une trentaine de négociations par an. Voilà, une trentaine. Donc, qu'elles soient sociales, diplomatiques, critiques, commerciales, compagnie. Là, par exemple, à l'heure où je vous parle, j'ai un, deux, trois, j'ai 5 négociations en cours. Voilà. Univers qui n'ont rien à voir. D'accord, rien à voir. Il y en a certaines où je vais être au contact direct et d'autres je vais être dans l'ombre. Voilà. Donc, elles sont toutes différentes. Donc, voilà, une trentaine de négos en cours, plus les formations que je peux faire et les conférences. Donc, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. C'est un métier exigeant. Et puis, mes équipes également en font ça pèse à peu près entre 20 et 30% de leur temps. Voilà. En fait, encore une fois, on reste avant tout des opérationnels. Moi, ça pèse à peu près 50% de mon temps. Voilà, pour le nombre d'interventions. Alors, les négos qu'on fait le plus, alors oui, alors il y a eu un changement. Je dirais que maintenant, 40% des négociations pour lesquelles on est sollicité sont sociales. Bon, vous le savez, le climat social s'est fortement dégradé, se dégrade fortement depuis plusieurs années. Vous avez en plus, à l'heure actuelle, plusieurs phénomènes qui viennent s'interlacer. Et donc, ce qui fait que ça complexifie d'autant plus les choses entre le réchauffement climatique, entre la montée des eaux, entre l'explosion démographique, entre l'accélération des crises financières. Tout ça fait que tout se réduit un peu à un pot de chagrin et on est de plus en plus nombreux. Vous avez également une inflation qui est de plus en plus forte, donc des salaires qui évoluent moins vite, donc des NAO, des négociations annuelles obligatoires qui sont sous pression, une grosse crise sur les matières premières, les semi-conducteurs, évidemment, pour certains d'entre vous, ça vous parle très très bien. Donc du coup, en fait, on assiste quand même à une dégradation du climat social. Et donc, on doit faire entre 10 et 15 gros conflits sociaux par an. Voilà. Après les négociations sociales, ça reste des négociations commerciales. Ça fait à peu près 30%. Et puis après, suit la diplo, la crise, et puis la relation patient. Voilà. Touk. Alors, j'en prends une au pif, hein, là. Après, je reviendrai là. Bonsoir Marwan, combien de temps de préparation en moyenne pour ces négociations? Alors, tout dépend desquels. On dit souvent que la négociation, c'est 80% de préparation et 20% d'aspiration. Okay, donc, ça veut dire qu'en négo, vous pouvez improviser uniquement si vous êtes préparé. Donc, je dirais le temps de préparation moyen sur des grosses négos, ça va entre 4 heures, voilà, et puis 3 jours. Voilà, 3 jours, c'est beaucoup. 3 jours, donc ça fait 3 fois 8 heures. Notamment pour s'imprégner du contexte, absorber un maximum d'informations, parce que finalement, on est projeté dans des situations qu'on ne connaît pas forcément, même si on en a fait beaucoup, beaucoup. Il y a toujours des spécificités. Donc voilà, je dirais entre ces 3 heures et puis 3 jours. Après, quand vous êtes sur certaines négociations de crise, le temps de préparation, c'est zéro. Donc, c'est zéro. Vous recevez l'ordre de mission, on vous attribue un mandat et donc vous préparez comme vous pouvez, mais malheureusement, il va falloir intervenir très, très rapidement. Donc là c'est plus difficile, mais ce qui vous sauve, vraiment, c'est votre expérience. Donc, vous pouvez puiser naturellement dans votre répertoire d'expériences vécues et puis surtout, en fait, sur votre expertise. Ce qui veut dire que même quand vous êtes parachuté très rapidement, si vous êtes assez à l'aise et solide techniquement, vous allez reprendre l'ascendant. Voilà. Même si la partie adverse en connaît bien plus que vous, après la négociation, ça reste très technique. Donc, on arrivera à reprendre l'ascendant. Mais voilà, idéalement, en fait, préparer parce que c'est 80% du succès. Après, le reste, c'est juste la conduite, c'est juste la déclinaison de la préparation. Donc voilà. Pour les levées de fonds, la négo se paye au pourcentage des fonds levés, mais ce modèle ne fonctionne pas du tout pour une rançon en conflit. Oui, effectivement. Donc du coup, donc là, si je peux me permettre, Yves-Louis Martin Laval, oui, c'est ça. On parle du modèle de REM. Nous, nos modules de rémunération, alors le but, c'est pas de partager tout avec vous, mais généralement, en fait, on a une somme forfaitaire voilà, qui est mensuelle et qui est renouvelée tous les mois à la demande du client.
tant que la négociation est en cours. Et donc, ça va comprendre finalement tout le temps qu'on va passer sur cette négociation. Okay. Après, les success, alors on peut être payé avec des success fees, voilà, notamment dans le cas de FUSAC, de prise de participation, voilà, ce genre de choses qu'on peut faire avec des fonds d'investissement. Mais effectivement, sur des négociations sociales, des demandes de rançon, ce que vous disiez, évidemment, ce n'est pas du tout le cas. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Quelquefois, vous pouvez avoir des fees qui sont discrétionnaires. Voilà. Donc, un fee discrétionnaire, c'est que le client qui vous a mandaté, vous êtes allé au-delà de ce qu'il pouvait espérer. Moi, je l'ai eu, par exemple, quand j'ai fait des négociations qui ont permis de sauver certaines boîtes. Donc, quand vous avez permis d'économiser plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros, certains dirigeants se sentent peut-être du coup redevables et veulent aller plus loin. Okay. Et après, sinon, quand on fait du kidnapping, notamment pour des humanitaires, parce qu'il y a des humanitaires qui peuvent être kidnappés. Nous, on bosse beaucoup pour des humanitaires. Et là, en l'occurrence, ce sont en fait des sommes forfaitaires, ou bien même il y a des secteurs où on ne facture pas, parce que vous avez des gens qui sont en profonde difficulté, notamment pour les humanitaires. Donc non, évidemment, il n'y a pas de success fees sur ce sujet-là, évidemment. Comment faites-vous lorsque vous êtes confronté avec une élite atteinte d'incompétence systémique? Alors, j'adore. Alors, j'adore cette question. Alors, donc ça, effectivement, c'est le seuil de Peter. Alors, vous connaissez peut-être le seuil de Peter? Ouais, peut-être, ouais. Je sais pas, vous écrivez. Ouais. Ça vous parle, le seuil de Peter? Oui, non? Oui, bon, super. Ouais. Non, oui, non, oui, ok, bon, super. Alors, bon, j'en parle un tout petit peu. C'est un sociologue qui a travaillé sur les organisations. Et en fait, ce qu'il disait, donc, à bas étage, sur une équipe de 10 personnes, vous avez entre 1 et 2 personnes qui sont incompétentes. Okay, et plus vous remontez dans la chaîne hiérarchique, plus vous en trouverez. Pourquoi? Parce qu'on dit, ce qu'il disait, encore une fois, ça n'engage que lui, hein, c'est que plus ils sont en haut, moins ils peuvent faire de mal. Parce que finalement, le business, il se fait sur le terrain. Alors, ce qui est vrai, ce n'est pas vrai, parce que les grandes décisions, elles sont prises également tout en haut. Okay. Alors, Peter, il dit qu'on atteint tous notre seuil d'incompétence un jour. Alors, il y a des gens qui l'atteignent à l'âge de 16 ans, 20 ans, 25 ans, et il faut le coupler évidemment au poste que vous occupez. Et donc, pour répondre à la question, j'adore comme elle est posée cette question, donc je la répète, elle est géniale. Comment faites-vous lorsque vous êtes confronté donc, à une élite atteinte d'incompétence systémique? OK. Alors, bon, ça, c'est vraiment toute la difficulté. Et moi, ça m'est arrivé dans ma vie où j'ai eu des patrons. Encore une fois, je le dis avec beaucoup de souplesse, d'humilité, parce que est-ce que je peux me permettre de vraiment les juger, mais qui intervenaient sur des sujets où ils ne comprenaient vraiment rien. Voilà. Moi, j'ai eu un patron qui était incapable de faire une règle de 3, voilà, qui avait un énorme poste. Et donc, du coup, pour expliquer des choses très simples, c'était très, très, très compliqué. Alors, donc, soit on était capable de faire abstraction de lui, en gros, l'équipe fonctionnait très, très bien comme ça. On lui faisait simplement valider ce qu'on faisait. Voilà. Soit, malheureusement, on devait respecter le mandat qu'il nous donnait. Alors, là-dessus, j'ai toujours été très, très clair. Le patron-patronne. Mon job, c'est d'éclairer les gens, voilà, dès lors que je suis sollicité sur les erreurs qu'ils peuvent commettre, notamment quand je vais les remplacer en négociation. Mais j'ai eu des cas où des gens m'ont payé très cher en me disant, mais Marwan, on va pas faire ça, on va faire ça. Et en fait, je les regardais et je me suis dit, c'est pas possible qu'ils décident de faire ça. Et même les équipes, donc les équipes de cette personne s'opposaient en disant, mais non, on peut pas faire ça. Et je me rendais compte que finalement, ce grand patron, il était complètement déconnecté de la réalité. Il n'avait pas d'agenda personnel, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est qu'en l'occurrence, déjà, il avait un peu peur, et puis il était un peu incompétent sur ce sujet qui était un peu technique, qui était lié à la négociation. Et donc, du coup, il a fait tout l'inverse de ce que j'ai pu lui dire, et ça a coûté une fortune, plus de 100 millions d'euros à la boîte. Voilà. Et est-ce que pour autant, il s'est remis en question? Pas du tout. Alors ça, c'est la force de l'homme, ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est votre capacité à réinterpréter les faits, notamment en corrigeant les contradictions pour faire en sorte que ça rentre dans votre propre réalité. Ce qui veut dire que finalement, quand vous échouez, vous vous racontez des belles histoires. En fait, vous vous accommodez avec vous-même.
Et au lieu de comprendre la raison de l'échec, bah, finalement, vous allez blâmer un bouc émissaire ou une raison. Ce qui veut dire que malheureusement, vous ne progressez pas et vous êtes condamné à reproduire vos erreurs. Donc, je dirais, encore une fois, qu'on fonctionne avec une élite incompétente, pour reprendre cette expression. Donc, du coup, soit on peut faire fi, et c'est désagréable, oui, d'avoir quelqu'un qui vous dit n'importe quoi, mais tant que ça n'a pas d'impact sur votre métier, vous pouvez continuer. Et si vous ne pouvez pas faire fi de ça, parce qu'on vous demande d'agir comme ça, ben, c'est très simple, en fait. Encore une fois, le patron patronne. Donc, ça veut dire qu'on fait ce qu'il nous dit. Et si vous êtes mal à l'aise, après, ben, malheureusement, il faut prendre des décisions qui s'imposent, c'est de partir. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on avait d'autre? Comment se passe une négo où les deux parties font face à un négociateur professionnel? Ça m'est jamais arrivé. Encore une fois, on est très peu à faire ce métier dans le monde. Je sais, en France, je pense qu'on doit être 10, 12 peut-être. Alors, tout le monde fait de la négo dans son métier, c'est sûr, mais qu'une partie adverse ait sollicité un négociateur professionnel, ça m'est jamais arrivé. Alors, c'est une chance aussi, et c'est une malchance, parce qu'on le sait, si tout le monde savait négocier, le monde serait bien meilleur. Parce que ça éviterait du positionnisme stérile, des tensions inutiles, parce que souvent, quand les gens ne savent pas négocier, ils font vraiment n'importe quoi, ce qui est délétère pour la suite. Mais pourquoi également, j'ai jamais en face de moi forcément quelqu'un dont ça pourrait être le métier, c'est parce que c'est un principe de base, ça, c'est que souvent les gens ont une très haute estime d'eux-mêmes en négociation. C'est ce qu'on appelle une hypertrophie de l'ego, une hypertrophie égotique. Il y a des gens qui ont une atrophie de l'ego, donc ils sont mal à l'aise, donc ils ont tendance à se soumettre. Voilà. Et puis il y a des gens qui ont une hypertrophie de l'ego, qui pensent que ce sont des stars. Voilà, donc vous avez des narcissiques comme ça, vous avez des gens qui sont pas très bons, mais par contre, ils vous parlent avec beaucoup d'assurance de sujets qu'ils ne connaissent pas, et notamment la négo, et qui vous refont le match et tout ça. Donc, c'est une chance, si je peux me permettre, quand je dois affronter ces gens-là, parce que leur niveau de défense, il est généralement très faible parce qu'ils pensent que ce sont des stars. Donc, du coup, je n'ai pas été confronté à ça à date, voilà, à quelqu'un qui faisait le même métier que moi. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, quand je me suis séparé, quand Laurent et moi, en fait, on a créé ADN. Et puis, effectivement, on s'est quitté il y a 2 ans. Et c'est vrai qu'on a dû négocier nous deux. Voilà. Donc là, effectivement, c'était difficile. Pourquoi? Parce que notre avocat fiscaliste et l'expert comptable nous avait dit il vous faudra près de 18 mois pour vous mettre d'accord parce qu'il y a pas mal de choses en jeu. Il y avait des boîtes, il y a des bureaux, et puis des marques, des sites internet, pas mal de choses. Et puis finalement, on a réussi à se mettre d'accord au bout de 4 semaines. Alors, ça a cramé nos vacances, mais c'était une belle négo, voilà, qui était satisfaisante pour tout le monde. Voilà. Touk. Quel âge avez-vous eu lors de vos premières expériences de négo? Ok. Alors ça, 22 ans. 22 ans. Alors, à l'époque, je bossais pour une entreprise où j'ai été séquestré. J'étais en gros manager opérationnel en négociation sociale. Et donc, du coup, j'ai été séquestré à l'âge de 22 ans. Donc, en fait, vous ne faites pas le fier, pour rien vous cacher. Et en plus, les types, ils étaient éméchés. Voilà, donc c'était un climat très, très, très dégradé. À 22 ans, vous avez très peu de crédibilité. J'encadrais des gens qui avaient 2 à 3 fois mon âge. Et du coup, voilà, c'est une des mes premières expériences de négo, c'est comment sortir de la séquestration. Voilà. Donc, ce s'est bien passé, mais c'était vraiment pas simple parce que, en fait, vous avez ce qu'on appelle l'hystérie collective. C'est que même si j'avais réussi à négocier avec le type qui gardait la porte devant moi, le problème, c'est qu'il y avait une vingtaine de types qui étaient remontés comme des pendules. Et on voit ce qu'on appelle l'hystérie collective, c'est que même s'il y a un type qui a un avis éclairé sur un sujet, le risque, c'est que le groupe, en fait, finalement, le submerge. Et puis, on arrive à des trucs pas possibles. C'est le principe des gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est vrai quand vous voyez comment des bons pères de famille ont pu caillasser des policiers. On se dit, mais comment c'est possible? Ben, vous savez, dans l'hystérie collective, tout le monde fait n'importe quoi, et puis on se rend compte tardivement en fait, des erreurs qu'on a pu faire. Et donc, du coup, la difficulté, quand même, ça a été après de gérer les 20 autres derrière. Bon, c'était pas forcément très, très simple. Et puis, je vais prendre une dernière question. On m'a dit
L'usine Merabi, c'est dans l'adversité que l'on reconnaît le talent, m'a dit une fois un homme inspirant. C'est gentil, Alouzine. Je crois que tu parles, je crois savoir de qui tu parles. Après, je vais en prendre une dernière. Donc, de ton expérience, y a-t-il des différences dans les approches de la négo, dans le cadre de la négo, avec des interlocuteurs d'autres pays? Oui, c'est une très bonne question. Donc je finirai là-dessus pour ne pas outrepasser le temps qui nous est imparti. Alors, oui, effectivement, le facteur interculturel s'arroge 20% d'une négociation. En moyenne, c'est ce qu'on constate. Donc, vous avez un tronc commun qui est 80%, dont vous pouvez vous servir quel que soit le pays. Quand je négocie, j'en sais rien, en Suisse, en Italie, à Dubaï ou dans n'importe quel pays, le fait d'être solide en négociation vous permettra de vous adapter quoi qu'il arrive. Par contre, ce qui est important, c'est d'intégrer le facteur culturel, le rapport au temps, d'accord, le rapport à l'autre, le rapport à la hiérarchie. Et tout ça, c'est déterminant parce que quand vous êtes en Chine, en Scandinavie ou au Moyen-Orient, je vous prends trois extrêmes volontairement sur les trois notions que je viens de vous donner. Si vous ne l'intégrez pas, en fait, vous allez commettre de très grosses erreurs. C'est pour ça que souvent, alors on a un bon maillage chez ADN, un bon maillage mondial, je dirais, qui nous permet d'avoir des relais locaux, qui fait que quand on est projeté sur des situations où on n'a pas forcément tous les us et coutumes justement d'une culture, on peut solliciter des habitants, des citoyens ou des négociateurs qui ont pu vivre dans ces pays-là pour qu'ils nous alimentent et qu'on ne commette pas trop d'erreurs sur le sujet. Donc jusque-là, on n'a pas eu de grosses erreurs sur le sujet parce qu'on fait très attention, mais évidemment, on est à l'abri de rien. Donc oui, voilà, le facteur interculturel, il s'arroge, je dirais, 20% de la négociation. Donc considérer trois choses, surtout, effectivement, c'est le rapport au temps. Voilà, le rapport au temps. Alors, le deuxième point, en l'occurrence, c'est le rapport à la hiérarchie. Voilà, il est différent. Okay, et puis également le rapport à l'autre. Voilà, ça joue. Donc, du coup, voilà. Voilà. Écoutez, avant tout, je voulais vous remercier. Voilà, 47 minutes sont déjà passées. Je n'ai pas vu le temps passer. J'espère également que c'était le cas pour vous. Acceptez-vous de négocier avec Poutine? Je vais finir là-dessus. Oui, alors je ne sais pas si je réussirai, mais oui, pour le challenge, effectivement, avec grand plaisir. Donc, écoutez, je voulais vous remercier profondément pour avoir assisté à ce ADN Live, voilà, sur un format un peu particulier. En tout cas, c'était un plaisir. Hein. Merci d'avoir posé toutes ces questions. Donc, je suis désolé, je n'ai pas répondu à toutes les questions. Vraiment, mais j'aurai à cœur de vous revoir avec grand plaisir parce qu'on va organiser d'autres choses. Et puis, celles et ceux qui sont toujours intéressés par la négo, alors je fais jamais la pub de mes ouvrages parce que j'aime pas ça, mais j'ai un prochain ouvrage qui sort le 13 octobre, voilà, qui s'appellera Négociation complexe. Et je pense que ce sera un bel ouvrage. J'ai livré pas mal de secrets que je ne livre pas dans mes autres ouvrages, voilà, parce que c'est mon 11e maintenant. Donc, si ça vous intéresse, je vous inviterai à le lire. Je pense que vous retrouverez pas mal de réponses à certaines questions que vous avez pu vous poser, notamment des questions un peu plus techniques. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée, vraiment. Et au plaisir de vous revoir. À bientôt. Merci encore.